Ah, vous êtes là? Bah ça tombe bien, j'étais en train de m'entraîner parce que j'ai lancé un défi à un Urukai, il faut que je le batte à main nue. Ce qui tombe bien, je reviens d'Erebor avec mon pote Catariel, vous connaissez Catariel? Eh ben, on a rencontré l'arrière-arrière petit-fils d'un célèbre maître d'arts martiaux, Bruce Lee, que vous connaissez tous. Ben lui c'est Gimli. Ben on en discutait, puis heureusement qu'il s'est pas appelé Broco. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la série La Guerre de l'Anneau, donc la deuxième vidéo sur le jeu. Donc comme vous avez pu le constater, je te sors des blagues à 2 balles comme ça, hein, histoire de faire de l'autodérision, il ne faut pas se prendre au sérieux dans la vie, hein, et voilà, donc du coup ceux qui me connaissent ils le savent. Aujourd'hui dans cette vidéo on va étudier, on va commencer à aborder les règles petit à petit, on va regarder le plateau de jeu ensemble, expliquer les différents éléments qui le composent, de façon à ce que on y aille progressivement. Du coup par la suite on va voir les pimps, hein, ce que j'ai apporté pour améliorer l'aspect visuel. Peut-être pas l'aspect pratique, parce que c'est vrai qu'au niveau des forteresses, ça prend un petit peu de place. J'ai un petit peu le doute là-dessus, mais c'est en jouant qu'on va pouvoir constater si ça sert à quelque chose ou pas, parce que c'est juste pour l'aspect immersif. Par contre, il est vrai que les montagnes, là ça a vraiment un aspect pratique. Parce qu'on voit tout de suite si on peut passer d'une région à l'autre, séparé par le trait noir, comme j'expliquerai tout à l'heure. C'est vrai qu'en posant une montagne, là on voit tout de suite que c'est infranchissable. Voilà. Donc du coup on va balayer cet aspect-là. Donc petit clin d'œil toujours, hein, à la page Facebook Les Havres Gris, Aurélie et Kate, hein, qui pour moi devient la référence francophone en matière de Tolkien, tout ce qui est les Anneaux du Pouvoir, le Seigneur des Anneaux. Donc il y a plein d'infos, ils ont plein de projets. Donc je vous invite, hein, je vous mettrai le lien dans la description, d'aller vous abonner à leur page pour suivre les actus sur le Seigneur des Anneaux. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement sur la table. Voilà, je vous présente l'immense terre du milieu, donc un plateau de jeu qui fait approximativement de mémoire 104 cm sur 72, donc en 2 parties, hein, qui s'assemblent. Donc on va faire un petit tour du plateau de jeu et ensuite on va focaliser sur certains éléments. Et puis on aborde tout doucement les règles, progressivement, au niveau de la guerre de l'anneau, parce que c'est riche, mais c'est pas inabordable, hein, bien sûr. Comme je l'avais dit dans une vidéo, c'est tout à fait faisable. Donc là, voilà en gros comment se présente le plateau de jeu dans son ensemble. Alors n'ayez pas peur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de symbolique, on va dire, au niveau de l'iconographie. Il y a beaucoup de choses à voir, à comprendre, mais voilà, après, hormis tout ça, une fois qu'on prend connaissance de toute la terre du milieu et on va dire des icônes, hein, on s'aperçoit que finalement c'est pas si compliqué que ça. Alors ce que je vous propose de faire, ça va être de mettre des prises de vue sous forme de cadran. Là on va s'occuper du cadran en haut à gauche. Alors vous savez que je n'aime pas trop filmer caméra au point, parce que des fois ça donne un peu la gerbe, surtout quand on part du port d'une barre. Bon, ça secoue au niveau des bateaux, donc après on a la gerbe. Donc là on va aller focaliser sur cette partie là. Allez, on va regarder en détail le cadran supérieur gauche du plateau de jeu.
Et ensuite, on se focalisera sur le centre pour vous expliquer un petit peu tout ce qui est cité, village et forteresse. En l'occurrence, ici, je vais éviter de mettre mes gros doigts elfiques. Donc, je vais prendre un petit laser que j'espère que vous verrez. Voilà, c'est super sympa, c'est magique. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a en haut à gauche, ici et là? Donc, nous avons les cartes du joueur des peuples libres. Dans un premier temps ici avec ce symbole que l'on va retrouver sur les dés, d'accord. Alors ça c'est très important les dés, mais je pense qu'on fera, on va dire quelque chose de beaucoup plus complet la prochaine fois, parce qu'on a différents symboles et ces symboles correspondent à des actions qu'on va pouvoir faire en associant des symboles qui sont sur les cartes ici, tout simplement. Mais ça, au niveau des dés, je pense qu'on abordera ça plus tard, parce qu'un dé peut faire plusieurs actions, donc je ne vais pas trop vous compliquer, on va dire, la tâche, hein, l'esprit, vous embrouiller. Donc du coup, bah, ça, c'est des cartes qui vont nous permettre d'associer des symboles ici, voilà, par rapport aux actions qui sont là. Donc là on a le palantir, là on a un palantir, donc on pourra faire un effet qui est ici. Ici nous avons une épée, donc on pourra associer l'action à l'épée également. Et là c'est réservé à tout ce qui est combat, donc là on verra plus tard. Donc à savoir qu'on a deux types de cartes, hein, donc des cartes caractères événements et des cartes armées stratégie. Voilà, tout simplement. Ensuite, tout en haut, nous avons ce qu'on appelle les anneaux elfiques. Donc il y en a 3. Et quand on utilise ces anneaux, à savoir qu'ils vont automatiquement basculer chez Sauron. Hein, c'est pour ça que, hop, on va le retourner. Hop, vous voyez, donc là, Sauron pourra l'utiliser parce qu'on a utilisé un anneau elfique. Alors l'anneau elfique permet de changer une phase 2D, une phase d'action au niveau des dés. Voilà. Et Sauron, une fois que le peuple libre a utilisé un anneau, il bascule dans le cadran inférieur droit dont on verra tout à l'heure. Mais ça peut être, entre parenthèses, une forme de joker qui va nous permettre de changer la phase 2D, mais il n'y a, c'est pas sans conséquence comme vous pouvez le voir. Alors là vous avez mon armée des havres gris dont on verra tout à l'heure l'utilisation. Ici nous avons toutes les forteresses présentes sur le plateau de jeu, sauf les cités. Donc la comté n'est pas une forteresse, est une cité. Là, par contre, les Havres Gris est une forteresse, donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, dans les combats, si on veut se réfugier dans la forteresse, on bougera toute cette armée au niveau des Havres Gris qui est là pour éviter qu'il y ait trop de place, et on saura que dans les Havres Gris, là, on va mettre toutes les figurines. Voilà, ça c'est pour un gain de place, parce que certains territoires, regardez la comté ici, à un moment donné, si vous vous retrouvez avec 20 figurines là-dessus, ça risque d'être un petit peu chaud, voilà, à tout placer. C'est pour ça qu'on en vient effectivement à ce système-là qui est très bien fait, dont moi, bien sûr, j'ai remplacé les pions, mais on le verra tout à l'heure au niveau des pimps. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand vous vous retrouvez avec un maximum de 10 unités dans une région, à savoir que ça ne pourra pas excéder 10 unités par région, parce qu'une unité, quelle qu'elle soit, va représenter des centaines, voire des milliers d'hommes. Hein. C'est pour ça que c'est représenté, une figurine équivaut à peu près à, je ne sais pas exactement, mais ça vaut des milliers d'hommes. Donc du coup, voilà. Et pour éviter que quand les armées adverses rentrent dans, vous attaquent, pénètrent dans votre territoire ou vient assiéger votre forteresse, pour symboliser qu'il y a cette unité-là, on a des emplacements qui vont nous permettre de déplacer ces unités ici, voilà, hop, et de remplacer par un pion, de façon à avoir un gain de place
parce qu'autrement, s'il y a une unité qui est là, et on a d'autres unités ici qui contiennent une dizaine de figurines, bah, ça va prendre beaucoup de place, donc c'est remplacé par des pions, et vous avez 1, 2 et 3 pions, c'est noté pour, voilà, pour dire, ce pion-là, numéro 1 bleu, ah ben, il est ici, et si on a les armées de Sauron qui sont aussi là, ah ben, on va venir les placer là, ce qui évite de surcharger la table de jeu, parce qu'en matière d'éléments, ça risque d'être un peu le foutoir tout à l'heure. C'est pour ça que je reprécise par rapport à la vidéo de figurines que j'avais faite, que j'ai peint les socles de la couleur de la nation approximativement. Bon, là c'est du vert gobelin, donc vous voyez, donc là c'est du vert, il y a une correspondance, mais bon, après on reconnaît ces unités quand on les peint. Alors, bah là il y a mon petit anneau hein, que j'ai imprimé en 3D en or. Bon, ça sert à rien, mais c'était juste pour être joli. Donc là on a les pions d'occupation, c'est-à-dire que si par exemple bah, la comté a été on va dire envahie, on l'espère pas, bah, le joueur de l'ombre va pouvoir placer un pion symbolisant qu'il a conquis la cité de la comté ou un village qui est ici, hein, ça c'est un village nain, voilà, pour mettre ça. Alors moi j'avais d'autres idées, mais après je me suis dit j'ai tellement d'idées que ça va encombrer le plateau de jeu, donc ça risque d'être un peu chaud. Alors petite précision au niveau des règles, quel que soit, on va dire, comme je vous disais tout à l'heure, les dés offrent, quand on les jette en début de phase, offrent des possibilités d'action, à savoir que quand on va mobiliser une armée pour qu'elle avance ou qu'elle attaque, quel que soit le nombre de figurines dans une région qui attaque une région adjacente, on aura toujours maximum 5 dés d'attaque, quel que soit le nombre de figurines supérieur à 5. Mais par contre, l'armée adverse, la défendante ou l'attaquante, donc c'est des combats simultanés, bah, s'ils ont 3 figurines, ils attaqueront avec 3 dés. Voilà. Donc, mais on n'excédera jamais 5 dés dans le jeu, avec des résultats de 5 ou 6 en fonction. Et pareil pour la traque, mais la traque on la verra tout à l'heure, au niveau de Sauron, hein, qui traque les porteurs de l'anneau, eh ben, quel que soit le nombre de dés qui va allouer à la traque, ils ne devront pas excéder le nombre de personnages qui font partie de la communauté de l'anneau, hein, et il aura toujours un maximum de 5 dés avec des résultats, on va dire, de 6 au départ, et dégressifs ensuite en fonction de comment va se déplacer la communauté. Enfin bref, ça je vais l'expliquer tout à l'heure sur la piste. Donc là je pense que j'ai fait le tour. Et puis on va passer justement en haut à droite sur la piste de corruption et la piste de la communauté, de l'avancement de la communauté. Allez, dans le coin supérieur droit, dans le cadran supérieur droit du plateau de jeu, nous avons la piste de la communauté, ainsi que qui sert également de point de corruption. Mais ça, on va le voir après. Là, nous avons les membres de la communauté de l'anneau qui sont présents dedans. Logiquement, ici, on va mettre les figurines parce qu'on pourra séparer la communauté de l'anneau, c'est-à-dire envoyer Gimli voir Erebor pour essayer de les convaincre de rentrer en guerre. Legolas, il va se balader au royaume sylvestre. Enfin bref, chacun aura la possibilité, toutes les figurines dedans auront la possibilité de quitter la communauté, hormis les porteurs de l'anneau, comme vous le savez, Frodon et Sam. Et là, nous avons la communauté de l'anneau avec leurs cartes spécifiques, à savoir que là, hop, vous voyez, on a le petit dessin de Gandalf le Gris, qui démarre en tant que Gandalf le Gris, avec ses capacités ici, à savoir que la communauté devra obligatoirement avoir un guide, c'est obligatoire, et ce guide-là sera défini en fonction, on va dire, de son influence, de ces points qui sont ici, voilà, qui servent aussi de points de déplacement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, vous m'excuserez si le vocabulaire sur certains points n'est pas bon, mais c'est pas grave, c'est pour vous vulgariser tout ça. Donc c'est en gros,
on va dire, c'est le charisme du personnage ici, qui a 3, donc qui devra guider la communauté, hein, et c'est toujours le guide qui a la plus forte charisme, initiative, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est pas grave, voilà, et avec toutes les actions qui vont avec. Alors, je reviens sur la piste de la communauté. Alors, à savoir que pour la communauté, en fonction des dés, c'est-à-dire par exemple si vous tombez sur ce caractère de l'épée, hein, on est d'accord, caractère de l'épée, eh ben, vous pourrez l'allouer dans le cadran inférieur gauche qu'on verra tout à l'heure pour faire avancer la piste de la communauté. C'est-à-dire c'est le nombre de déplacements que la communauté va faire en fonction du dé qu'on va lui allouer. Mais à savoir que comme ils partent de fond compte, donc Rivendell, eh ben, le joueur de l'ombre ne saura pas, même s'il voit que la communauté va se déplacer de 3, mais il ne sait pas où c'est qu'elle va se déplacer. Voilà, donc là, vous voyez, à chaque région, il y a un déplacement. Donc on peut passer par la Moria comme dans le film, mais on peut aussi bien dévier, et le but va être de descendre, de descendre, de descendre, hein, et puis d'aller vers le sud-est, c'est-à-dire le Mordor. Donc du coup, voilà, ça va servir à ça. Et une fois que la communauté a été révélée, ben, on repart à zéro et on repart révélé. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va déplacer sa communauté, on va venir le placer, par exemple, ici, hein, champ des Iris. Et là, Sauron sait que la communauté est ici. Mais bon, elle est révélée. Donc, admettons, j'ai fait ça, elle est révélée. Donc là, hop, la communauté est révélée. Donc du coup, ben là, il va y avoir des effets spécifiques, hein, comme Sauron les a détectés, donc on va tirer dans un sac et on va voir si on se prend des points de corruption. Et en fonction des points de corruption qu'on se prend dans la tronche, après, si on arrive à 12, la partie est terminée. C'est pour ça qu'après, on repart à 0. Il faudra utiliser un dé comme ça de mémoire pour se recacher. Voilà, et là on laisse le point. Alors le point de corruption. Alors à savoir que les points de corruption, si on va dans une cité, on pourra en récupérer un par tour, le faire descendre, parce qu'après il faudra aller dans le Mordor, et dans le Mordor, c'est pas les îles Canaries. Voilà, donc là il n'y a pas de Canaries d'ailleurs. Mais du coup, si tu te pointes dans le Mordor avec 6 points de corruption, là tu peux être sûr que la partie tu la finis pas. Mais ça on verra tout à l'heure. Donc du coup on voit là en gros à quoi sert la piste de la communauté, aussi bien pour dire qu'elle avance de tant de cases, mais on ne sait pas où elle va se diriger, d'où le fait d'être en immersion par rapport au film, parce que Sauron ne saura pas, elle saura à peu près qu'elle est à 4 cases, elle peut être là, elle peut passer par la Moria, elle peut passer ici, donc voilà, c'est ça qui est super sympa au niveau du système, parce que en gros on ne sait pas où elle va se déplacer, et c'est au moment où elle est révélée. Elle est révélée par rapport à la traque dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on le verra après. Alors j'espère que je ne vous balance pas trop d'informations d'un coup, mais je suis obligé pour la suite des vidéos de vous expliquer à quoi ça fonctionne. Donc là on retrouve les figurines de la communauté de l'anneau, et là on a les petits pions, hein, qui représentent chacun une face d'un personnage. Et bien là on a Aragorn, je crois, ouais. Et ça, il se peut que au cours du jeu, on soit obligé de sacrifier un personnage par rapport aux dégâts qu'encaisse la communauté. Donc, ça sera tiré au hasard. Et puis là, on a parlé de Gandalf, il me semble. Donc, du coup, qui est le guide. Et puis, je pense qu'on a fait le tour du cadran supérieur droit. Alors, nous voici rendus au cadran inférieur droit. Nous avons ici la piste politique qu'on va regarder plus en détail tout à l'heure, parce que là, c'est vrai que le plateau étant tellement énorme, du coup, j'ai du mal à tout faire rentrer. Là, nous avons le Mordor, voilà, Moranon, Barad-dûr et Minas Morgul, donc qui sont des régions des armées de Sauron, voilà, plutôt du rouge, hein, voilà, au niveau de la reconnaissance des figurines, et le fameux la montagne du destin, la crevasse du destin, le mont Doom, enfin ils l'appellent un peu comme ils veulent. Donc du coup ça s'appelle la montagne du destin dans le film, il me semble, hein, là, ou la crevasse du destin, enfin bref. Et là nous avons des cercles,
Donc ça, c'est tout le cheminement que les porteurs, enfin la communauté ou les porteurs de l'anneau, Frodon et Sam vont devoir parcourir, se déplacer à chaque tour. Et il y a une tuile qui va être tirée. Alors là, je vous dis, c'est chaud, hein. Déjà, pour rentrer dans le Mordor, ça va être chaud. Sans compter qu'au niveau militaire, il va falloir encaisser les assauts des armées, aussi bien de Sauron que d'Isengard, que des Aradrim ici. Donc il va falloir gérer l'aspect militaire, gérer la communauté qui progresse dans la montagne du destin, et pour arriver au final ici et tenter de... Enfin, c'est pas tenter, c'est une fois qu'on arrive ici, on jette l'anneau dans la crevasse du destin et on a gagné. Et là, tout s'arrête, hein. Ça c'est terminé, le jeu s'arrête. Mais avant d'y arriver, mon gars, je peux te dire que tu as intérêt à te préparer. Ici, nous avons les mêmes cartes que l'on a en haut à gauche, c'est-à-dire les cartes événements spécifiques au personnage, et puis les cartes stratégie armée. Et ce que je vous disais tout à l'heure, les anneaux elfiques, c'est-à-dire que si vous utilisez un anneau elfique, il va venir se placer là, et puis Sauron pourra faire la même chose, c'est-à-dire qu'il pourra changer une phase 2D. Le mode solo est un peu plus compliqué, j'y réfléchis, donc ça on verra tout ça. Alors ce que je vous propose là, maintenant, ça va être de regarder surtout cette piste qui est très très importante en détail, et on verra ce que j'ai pimpé par la suite. Allez, on va regarder en détail cette piste, ce qu'on appelle la piste, hein, l'échelle politique, qui est très très importante dans le jeu, qui va définir si des nations s'activent et rentrent en guerre, et ça, il faudra y faire face. Alors, en gros, on a ici les 4 nations, le Rohan, le Gondor, les nains et les hommes du Nord, qui sont en état de veille. Voilà, en gros, ils ne sont pas activés, il n'y a rien, il ne se passe rien, pour eux, il n'y a pas de guerre. La nation des elfes ici, eux, quand on a cette bordure bleu ciel autour, ça veut dire qu'ils sont activés. Ce qui est normal dans le film, ils partent de Foncombe en direction du Mordor, donc forcément, ils savent qu'il se passe quelque chose, ils savent que Sauron est de retour, donc ils s'activent et ils sont descendus d'entrée, hein, d'entrée de jeu, d'un cadran. Donc on a 1, 2, 3, 3 cadrans avant d'arriver en guerre. Et comme on peut le voir là, on a les Aradrim, on a Isengard et les armées de Sauron qui eux sont très proches de rentrer en guerre. Et ça c'est très très important parce qu'il faudra activer ces nations, les faire descendre au fur et à mesure. Alors forcément quand elles sont attaquées dans leur région, elles descendent, elles s'activent, elles se descendent automatiquement. Alors activer, c'est l'équivalent de retourner le pion, vous voyez, en bleu ciel. Alors moi j'ai trouvé que ça n'était pas très représentatif, malgré que les pions soient jolis, mais on regardera tout à l'heure les pimps. Donc du coup, les règles vont demander à ce qu'on active ces nations et qu'on les fasse petit à petit descendre en guerre. Et elles vont s'activer sur certaines actions. C'est pour ça que je vous dis que c'est très riche, parce qu'elles vont s'activer et descendre d'une case quand elles se font attaquer, etc., etc. Mais il y a des effets de cartes dont on a vu tout à l'heure au niveau de la communauté, qui vont pouvoir permettre des fois de faire descendre directement la nation en guerre si on tombe sur le bon symbole du dé et qu'on applique l'effet de carte. Donc là, il y a aussi des possibilités, entre parenthèses, de raccourci. Autrement, dans la logique, il va falloir petit à petit descendre la nation et la mettre en guerre, parce que la mettre en guerre, on va pouvoir recruter, on va pouvoir traverser les autres territoires, parce qu'il est spécifié sur chaque case, pas de mouvement dans d'autres nations, pas de mobilisation. Ça veut dire qu'en gros, malgré que, hormis les alliés, mais si les, on va dire les armées de Sauron passent dans les régions, s'ils sont entourés d'une bordure, alors là c'est pas un bon exemple, hein, mais s'il y a une bordure d'une certaine couleur, des peuples libres, hein, que ce soit du vert, du bleu, du marron pour les nains, elle n'aura pas le droit de rentrer dans la région tant qu'elle n'est pas en guerre. Et ça, c'est très très important, et ça c'est très représentatif du film, et elle ne pourra pas en même temps mobiliser, sauf bien sûr des effets de cartes qui vont venir entre parenthèses contrarier les règles de base. Donc petit à petit, on va tenter de descendre ces nations pour les mettre en guerre,
pour pouvoir traverser les régions, pour pouvoir recruter des unités et aller à la castagne. Donc du coup voilà, et vous remarquerez que bah, eux ils sont préparés là déjà. Hein, et là, tac, voilà, les armées de Sauron, elles sont à 1 pouce de rentrer en guerre. Là pareil, les armées d'Isengard et là les Aradrim bah, qui vont pointer leur tronche de serpent dans pas longtemps non plus. Donc vous voyez, donc là il va falloir s'occuper sérieusement de ça, en plus bah, de regarder la stratégie que développe le joueur qui représente l'ombre. Alors là on va regarder le dernier cadran, non l'avant-dernier cadran supérieur gauche du plateau de jeu, et ensuite on se concentrera sur le centre, et ensuite on regardera les pimps que j'ai fait. Allez, avant-dernier chapitre avant la présentation des pimps. Donc du coup là on va voir deux pistes très importantes sur le plateau de jeu. Donc la piste des points de victoire et on va dire là ce qu'ils appellent la huntbox en anglais, la boîte de chasse où on va poser des dés dessus, donc c'est la traque de l'anneau tout simplement. Alors à savoir que, petit aparté, au niveau du départ du jeu, le joueur de l'ombre a 7 dés de base. Les 3 autres sont des personnages qu'il pourra débloquer avec des effets de cartes ou de dés, qui sont bien sûr Saruman, hein, le roi sorcier, et la bouche de Sauron, qui chacun ont leurs caractéristiques. On va dire tout ce qu'il faut pour venir, entre parenthèses, emmerder le joueur des peuples libres. Voilà. Et pareil pour la communauté de l'anneau, qui elle, par contre, part seulement avec 4 dés. Et les 2 dés qui sont là, en réserve, hein, sont celles de Gandalf le Blanc et Aragorn, parce qu'au départ on part avec Gandalf le Gris et Grandpa, et sur des effets on pourra débloquer des dés. Voilà, donc ça c'était le petit aparté au niveau des dés. Je pense que j'avais plus rien à rajouter dessus, mais on va se concentrer maintenant sur la traque. On va passer dans un premier temps par la traque parce que c'est très important, ça fera le fondu avec ce qu'on vient de voir. Donc 7 dés en début de tour, donc tout le monde récupère ses dés d'action, et le joueur de l'ombre pourra dire bah, ce tour-ci, moi je vais allouer 2 dés à la traque. Ça veut dire qu'en fait il va sélectionner les dés avant de les jeter, hein, sur sa face œil, et venir les mettre dans la boîte de chasse, dans la traque de l'anneau. Et ensuite chacun va jeter ses dés, voilà, tac, admettons ici, et obligatoirement, si le joueur de l'ombre tombe sur des sigles œil, alors j'espère que ça se voit bien avec les reflets, hein, surtout que c'est rouge sombre, alors mon retour est pas terrible mais c'est pas grave, et ben, dans ce cas là, ce tour-ci il va avoir 2 dés qu'il a placés lui-même, et 2 dés qui obligatoirement en fonction du résultat vont venir dans la boîte de chasse, qui est plutôt quand même pas mal, mais ce nombre de dés de traque ne devra pas excéder le nombre de personnages qui font partie intégrante de la communauté de l'anneau, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas séparés. Alors si Legolas et Gimli sont partis chacun de leur tour, il restera un certain nombre de figurines, et ce nombre correspondra maximum au nombre de dés que Sauron devra allouer. Alors j'espère que c'est clair pour vous. Voilà, en gros. Et le joueur, bien sûr, de la communauté, enfin du peuple libre, va jeter ses dés, et admettons il fait 2 résultats de caractère. Ça on verra les dés en détail. Il dit moi ce tour-ci je compte, admettons il commence parce qu'il a toujours la priorité, il dit moi je veux faire avancer la communauté, donc je viens mettre mon dé là, et à ce moment là le joueur de l'ombre devra jeter le nombre de dés équivalent au nombre de dés dans la traque, un nombre de dés 6, et devra faire 6. Donc là on peut voir que la communauté n'a pas été détectée, c'est-à-dire que l'œil de Sauron est passé au travers. Voilà. Du coup en jouant tac en alternance, hop, on va venir mettre un deuxième dé, dire moi je vais le faire avancer,
Et attention, plus on fait avancer la communauté, plus elle est détectable, à l'image du film, quand on les voit tous traverser des montagnes, ça fait un nuage de poussière et ça peut attirer l'attention des espions, des armées et de Sauron. Et justement pour symboliser ça, le résultat à faire ne sera plus 6, mais 5 ou 6, avec 4 dés. Donc du coup, Sauron va jeter les dés. Ah, voilà, la communauté s'est fait détecter, donc sur la piste, on va retourner le pion comme quoi la communauté est révélée. On va déplacer sa figurine représentant la communauté sur la table de jeu, hein, de 2 cases. Et à ce moment-là, on va piocher dans une pochette que j'ai mis ici, des tuiles qui vont nous dire qu'est-ce qu'il y a comme dégâts, qu'est-ce qui se passe comme effet. En l'occurrence ici, j'ai pioché ça. Là, tu vas te prendre 3 points de corruption sur la piste de corruption. Du coup, là, il y a un choix à faire. C'est soit on fait encaisser ça par un personnage et il meurt, soit on se prend des points de corruption. Donc, vous voyez, c'est d'où le fait après de tirer éventuellement au hasard qui se prend les points de corruption. Enfin, les points de vie, on va dire ça comme ça pour simplifier. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Et c'est dégressif, parce que s'il va remettre une épée, là, c'est plus que sur 5 ou 6, ça sera sur 4, 5 ou 6. Donc, plus la communauté se déplace, et plus potentiellement elle peut être révélée. Et là, comme je vous dis, pour arriver dans le Mordor, il faut avoir un minimum de points de corruption, je dirais un max de 2 ou 3, parce que ça peut coincer. Donc du coup, voilà pour la traque succinctement à quoi ça sert. Là, nous avons la piste de points de victoire, comme je l'ai stipulé tout à l'heure, de mémoire. Pour gagner, il va falloir que l'armée des peuples libres atteigne 4 points de victoire. L'armée de Sauron atteigne 10 points de victoire. Donc vous voyez que ou 10 points ou 12 points de corruption, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors ça vous paraît peu, 4, mais à savoir que dans le jeu, dont on verra tout à l'heure le dernier chapitre de cette présentation du plateau, une forteresse vaut 2 points de victoire, une cité vaut 1 point de victoire. Donc du coup, il s'avère que là, pour aller conquérir à 4 points de victoire au niveau des armées de Sauron, ça va être chaud. Parce que on est plus ou moins en infériorité numérique. Les armées de Sauron se renouvellent constamment, c'est-à-dire que quand vous perdez des unités de l'ombre, elles vont revenir en jeu plus tard, elles sont dans le stock, tandis que le peuple libre, lui, quand il perd des unités, c'est terminé. Donc vous voyez, c'est relativement bien équilibré. Et justement, supériorité militaire de Sauron devra atteindre 10. En allant conquérir tout ce qui est cité et forteresse. Donc voilà en gros la possibilité de pouvoir en terminer la partie. Voilà, écoutez, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder l'ensemble de la carte. Et comme ça, je vous expliquerai un petit peu les régions, les cités. On va regarder tout ça. Allez, pour terminer, nous allons étudier le reste de la carte. Alors, à savoir que, comme on peut le voir ici, il y a des traits noirs. Ces traits noirs sont symbolisés par des montagnes. Elles ne pourront pas être franchies d'une région à l'autre. Là, nous avons le grand massif là, qui sépare le Rohan du Gondor. Donc du coup, là c'est infranchissable, donc il faut le savoir. Donc j'ai matérialisé ça, vous verrez tout à l'heure au niveau des pimps. Alors à savoir que chaque nation a une couleur attitrée. Là nous avons les armées de Saruman qui elles sont en jaune, d'où le fait, on va dire, de peindre le socle, enfin la base du socle de la couleur associée à la nation. Dans une nation, comme on peut le voir ici, il y a plusieurs régions qui sont séparées par des traits blancs. Donc là, on peut naviguer tranquillement, c'est-à-dire Saruman peut faire des exercices militaires à ses armées sans restriction, bien sûr, sauf de traverser d'ici à là. Donc là, Saruman, ici nous avons la Lorien, donc les elfes. Ici, nous avons le Rohan qui contient plusieurs régions. Donc se déplacer d'une région à l'autre, ça sera une action d'armée, on va dire. Et là, nous avons le Gondor.
Voilà. Donc du coup, ce qui est important de savoir au niveau de ça, c'est que nous avons des zones neutres ici, dont les armées pourront sortir, hein, par exemple à Lorient, pour aller se balader ici, hein, tac tac, se balader, mais en aucun cas rentrer dans une autre, on va dire, nation. Notamment les elfes ne pourront jamais aller dans le Rohan si ils ne sont pas en guerre. Et ça, c'est valable pour toutes les armées de Sauron et des peuples libres. Donc ça, c'est pour ça qu'il est important de faire passer rapidement ses armées en guerre, parce que lui, Sauron, il ne va pas attendre, ils sont très proches de passer en guerre, ils se préparent et pourront envahir les nations. Voilà, en gros, hein. Donc je récapitule, une nation, une couleur. Vous voyez, donc entre les elfes et le Rohan, ils auraient pu choisir autre chose. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, on peut contenir différentes régions. Et dans ces régions, typiquement, on va prendre le Rohan. On peut voir qu'on a différents symboles qui correspondent. Par exemple, là, le gouffre de Helm est considéré comme une forteresse. Donc on les reconnaît parce qu'elles sont carrées. Les cités, par exemple, Edoras est un rectangle. Et les petits villages, qui peuvent être conquis aussi, sont sous forme de losanges. Et on a aussi les fortifications. Donc on a des règles spéciales de siège là-dessus. Donc ça, on le verra beaucoup plus tard dans une autre vidéo. Mais à savoir que sur ces cités, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, là où je pointe le laser, on a deux petites épées qui correspondent aux points de victoire militaire. Hein, donc je rappelle, dans le jeu, on gagne, soit les peuples libres gagnent en balançant l'anneau dans le gouffre du destin, soit avec une supériorité militaire. Et pareil pour Sauron, soit il atteint 12 de points de corruption, soit il gagne en supériorité militaire. Donc deux façons de gagner dans le jeu. Bien sûr, on pourra recruter des unités là-dedans, ici, là et là, hein, voilà, les villages, les cités, les forteresses. Des effets de cartes peuvent amener au fait qu'une armée puisse recruter malgré qu'elle ne soit pas en guerre. Donc les cartes vont venir contrarier les règles de base, mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Donc voilà, moi je n'ai pimpé que les forteresses, parce que après, enfin j'en discute tout à l'heure, mais ça prend beaucoup de place. Donc pour rappel, voilà, infranchissable, les lignes noires. Et ce que je vous propose maintenant, de regarder le résultat des pimps. Alors je ne sais plus si j'ai parlé des zones neutres, des territoires neutres. On peut se balader tranquillement sans souci. Voilà, bon bref, je radote, voilà, c'est normal. Allez, on regarde les pimps. Allez, je vous présente l'entièreté de la table pimpée. On va y retrouver beaucoup d'éléments que j'ai changés. Et je vais vous montrer leur utilité. Donc en l'occurrence ici, là vous aurez compris comment ça se passe. Je vous ai montré tout à l'heure. J'ai remplacé les pions par des bannières. Pions numérotés de 1 à 3 pour chaque couleur, peuple libre et armée de l'ombre. Donc du coup, là j'ai remplacé toutes les figurines elfes des havres gris par la bannière bleue, on va dire numéro 1. Voilà, ça permet de gagner de la place. Alors au niveau des forteresses, j'ai des doutes, parce que ça prend beaucoup de place. C'est joli, je n'ai pimpé que les forteresses, parce que les cités, ça risque de prendre de la place, parce que des fois, si vous vous retrouvez à plus de 10 figurines à la Moria, par exemple, ça va être chaud de toutes les placer. Ensuite, là par contre, d'utilité publique, on va dire de la terre du milieu, les montagnes qui font la séparation. Et là, on peut voir tout de suite qu'on n'a pas le droit de passer d'une région à l'autre. Ça, je trouve beaucoup plus utile. Les forteresses, c'est pour faire joli. Au niveau de la piste, là, j'ai imprimé un petit anneau que j'ai peint. Hein, voilà. Et puis, si toutefois, il est révélé, pour l'instant, on va le poser dessus. Voilà. La communauté de l'anneau est révélée. Bon, ça, c'est la seule solution. J'ai d'autres pions, on va dire, qui peuvent servir. Je suis en attente d'impression. Donc là, j'ai juste mis un anneau pour la piste de suprématie militaire. Donc voilà, on fait un petit tour vite fait. Comme ça, j'aime pas trop caméra en main. Mais bon, on va essayer de vous montrer un petit peu les différentes cités hors Tang. Alors bien sûr, j'ai mis le socle à la couleur de l'armée. Donc Isengard, c'est jaune. Donc j'ai mis en jaune. Les armées de Sauron en rouge. Et bon, là, il n'y a pas de cité. Ah oui, il y a une barre. Il n'y a pas de forteresse, pardon, il y a une barre ici. Et une barre, j'ai fait une petite cité avec de l'eau. Voilà, c'est sympa. Après, à tester en matière de jeu, parce qu'il risque de ne pas y avoir beaucoup de place.
Au niveau du Mordor, là j'ai reproduit le monde du destin, le monde Doom, avec les cités et le petit œil de Sauron, voilà, tranquille. C'est de la peinture très simple, brossage à sec. Par contre les montagnes, je les ai faites un peu plus sombres, avec des brossages en sec gris, pour mettre un peu du contraste, parce qu'autrement tout noir ça fait pas beau. Et la partie la plus intéressante à mon sens, c'est la piste politique. Voilà, alors là j'ai remplacé les pions par chaque bannière de chaque nation que j'ai récupéré sur Thingiverse, qui va nous permettre justement de reconnaître, après il faut connaître les bannières forcément. On a le Rohan, le peuple du Nord, on a les nains et on a le Gondor. Alors les elfes sont déjà activés. Comme on a pu le voir sur les pions, on les retourne quand ils sont activés, donc eux sont déjà activés. Et quand une nation s'active, il suffit de la remplacer par la bannière adéquate. Et là, les peuples, on va dire les armées de l'ombre, elles, par contre, sont déjà activées, donc elles n'ont plus qu'à rentrer en guerre. Donc vous voyez, là, il n'y a pas cette notion politique. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Comme je vous dis, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur les forteresses. Je n'ai imprimé que ça. J'aurais pu imprimer Pélargir, mais je ne sais pas si ça va être... Bon, je les ai trouvés, alors la plupart des forteresses, à 90%, je les ai achetées. J'en ai eu pour 20 € et je les ai imprimées et peintes. Voilà en gros à quoi va ressembler une table de la guerre de l'anneau, on va dire pimpée, peinte, avec les figurines peintes. Et plus tard, dans la vidéo, je vous montrerai la communauté de l'anneau peinte, les armées de l'ombre peintes, et en attendant, on va faire la conclusion. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette deuxième vidéo d'une certaine nombre de séries, on va dire, sur le jeu. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, potentiellement les forteresses, c'est un petit plus visuel, mais ça peut être un petit peu embêtant s'il y a un peu trop d'unités dedans. Voilà. Par contre, élément essentiel, pour moi, c'est les montagnes. Comme ça montre un petit peu la fracture entre deux régions, et c'est beaucoup plus... Pour moi, c'est une aide de jeu qui est beaucoup plus sympathique, parce que des fois, on ne fait pas gaffe, on passe d'une région à l'autre sans faire attention qu'il y ait des montagnes au milieu. Ça peut arriver. Voilà, sur ce, je pense que j'ai abordé tout le thème. On a vu qu'on est rentré progressivement dans les règles, très progressivement, parce qu'il y a des tas de petites choses à retenir. C'est pour ça que le fait de se refamiliariser avec ce jeu qui a plus de 10 ans, c'est toujours bien. Et puis toujours à la sauce du mage elfe, avec sa vision des choses, c'est toujours sympa. Et puis on va y aller progressivement. Donc là, je vais me lancer, je me suis déjà lancé ici. Hop, on peut le voir, pas très bien, mais c'est pas grave, c'est la communauté de l'anneau qui commence à être peinte. Après, il y aura l'armée de Sauron, Saruman et les Aradrim. Donc là, il y a plus de 100 figurines à peindre, donc ça va mettre un petit moment. Et comme ça, après, on abordera le système solo, voire un début de partie. Je sais pas trop encore. Là, je me projette. Je sais ce que je vais faire, mais je ne me projette pas trop, parce que ça va se faire par étapes, et puis de façon à rentrer pleinement dans ce jeu. Donc il y aura pas forcément plusieurs parties filmées là-dessus, parce qu'une fois qu'on voit une partie, voilà, ça c'est fait. C'est pour ça que je vous dis, une fois que c'est passé, on va rebasculer sur du War Master ou du Pirate of the Spanish Main. Je ferai un petit sondage, et puis on va se retrouver très bientôt donc pour une nouvelle vidéo sur la guerre de l'anneau. Ciao.